On a fait pas mal d'événements avec IO, Entrepreneurs Organization Paris. Donc, on a organisé conjointement pas mal de workshops jusque-là et on est assez proche du petit groupe du chapitre IO de Paris. Donc, voilà, donc, Victoria en fait partie. Merci. Bonjour Stéphane, Stéphane Lederley qui s'occupe du Launchpad INSEAD à Station F. Voilà, on a encore des personnes qui arrivent. Oh. Bonjour Moi, je voudrais Laurence, mettre, bonjour Fadi. excuse-moi, je voudrais mettre mon nom, mais je ne sais pas comment faire. Je ne comprends pas, j'ai que le prénom. Alors Corinne, normalement tu dois avoir un profil sur Zoom. Là, je suis sur la tablette. Alors, je le profile sur Zoom sur la tablette. Je ne maîtrise pas des masses. Bon Corinne, tu es excusée, on peut faire exception. Attends, j'essaye. Ah, renommé. Si, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà, Voilà, merci. merci Corinne. Alors, en direct live, vous allez voir, assister à mon changement de nom. Merci, je pense que quand on va démarrer, je pense que pardon, Magali va mettre tout le monde sur mute. Mais vous avez deux façons en fait de poser des questions. Donc, dans le chat, donc, donc merci de poser des questions qu'on puisse lire clairement plutôt que de très longs commentaires, même s'ils sont bienvenus, mais je préfère que les commentaires soient faits avec tout le monde en fait, et je dirais au bon moment. Et si vous avez une question, vous avez encore un autre moyen, c'est de lever la main et puis voilà, on va surveiller ça. Je voudrais remercier Stéphane c'est Stéphane Lederley qui s'est porté volontaire pour surveiller un peu ce qui se passe dans le chat et me reporter les questions, parce que ça va être difficile pour moi de faire plusieurs choses en même temps. Et pour ceux d'entre vous qui ont prévu de faire du multitasking, c'est OK, c'est pas idéal, mais c'est toujours OK de le faire. Essayez de le faire plutôt discrètement. Je vais bientôt partager mon écran et on va pouvoir commencer par une introduction. Hop, voilà. Très bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ah, j'ai besoin d'un petit retour. Oui, c'est bon. Oui. Super, merci Oui. beaucoup. Alors, C'est pour bon. aujourd'hui, donc, on a prévu en tout 1 h 30. Je vais laisser pas mal de temps pour les questions. Il y aura 2 coupures en fait intermédiaires pour les questions et on aura une espèce de pause, une dizaine de minutes où on va se splitter en plus petits groupes pour voilà, discuter et remonter un peu quelles sont vos préoccupations, quels sont les défis auxquels vous pensez avoir à faire face pendant la reprise. Et forcément, pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà vu peut-être une partie de ma présentation qui a été faite assez rapidement, mais là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans les détails, comment on se prépare, comment on fait. Et puis, par la suite, vous allez voir, il y aura un follow-up à toute cette méthodologie. Alors déjà, de quel type de crise s'agit-il? Bien évidemment, on est dans une crise économique qui est une préoccupation pratiquement mondiale pour beaucoup d'entreprises. Mais le particulier en fait de cette crise, c'est que c'est une crise économique qui vient suite à une crise épidémiologique, donc on a un problème de santé, qui a obligé beaucoup de gouvernements à fermer leurs frontières, éventuellement à ralentir l'activité économique d'une façon décidée. Et les entreprises, en fait, quelque part, ont dû voir un ralentissement, mais c'est arrivé tellement brutalement qu'on parle d'une crise. Alors, les premiers effets de la crise, pour ceux qui l'ont vécu, c'est qu'au départ, poum, c'est un choc, on ne pensait pas que ça allait arriver. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui nous attend. Puis on commence petit à petit à comprendre. Puis on voit qu'on ne comprend pas tout. Puis la suite, c'est que oui, on sait à peu près ce qu'il y a à faire. Puis on se rend compte que ça ne va pas être si évident que ça. Donc on est à peu près à ce stade-là. C'est qu'à un moment donné, poum, un grand choc. Et maintenant, on voit que oui, on commence à comprendre certaines choses, mais on sait que de toute façon, ça ne va pas être simple. Alors,
Comment on peut qualifier cette crise? Parce qu'il y a eu un ralentissement essentiellement administratif. Pour certains, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a écouté Antonio Fatas quand il a parlé de son analyse économique mondiale de cette crise. Il comparait ça, en fait, aux fermetures, aux grandes vacances du mois d'août. Effectivement, pour ceux qui connaissent bien la France, un boulanger qui a fermé sa boulangerie tout le mois d'août va avoir un chiffre d'affaires de 0 pour le mois d'août et il va continuer à payer ses salariés qui sont en vacances et son loyer. Mais quand il va réouvrir le 1er septembre, ben, ça va ressembler à tous les 1er septembre qu'il a connus avant et il n'a aucune inquiétude à avoir à ce sujet. Donc, à partir du ralentissement, si on regarde quel est le chiffre d'affaires ou l'activité au mois d'août, elle est à 0. Le trimestre est catastrophique, mais si on regarde sur l'année, finalement, c'est comme toutes les années, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. La différence avec cette crise-là, c'est que pour certaines entreprises, ça va être un ralentissement purement administratif, un peu comme les vacances, mais pour d'autres, ça a été une tempête parce que le monde extérieur a changé, parce qu'il y a eu des dégâts, parce que les fermetures des frontières ou les échanges entre pays ne vont plus se faire de la même façon. Conséquence, les supply chains vont être quelque part cassés d'une façon ou d'une autre. Ça ne va plus fonctionner comme avant. Peut-être que le comportement des consommateurs va lui-même changer. Donc, tout ça devra être pris en compte. Donc, la première phase en réaction à cette crise, ça a été une mise à l'abri, accepter la réalité, agir vite, se protéger, essentiellement pour ceux qui auront pu en profiter, c'est-à-dire mettre l'activité au repos, les salariés au chômage partiel, les aides de divers gouvernements quand on peut en avoir, éventuellement les emprunts, les crédits à mettre en place, etc. Et puis on est rentré dans une phase de ralentissement. Donc là, il a fallu anticiper de façon à réduire les coûts de fonctionnement, donc au-delà de je mets juste en pause et comment on va faire, assurer la trésorerie, donc déclencher éventuellement les emprunts pour faire face aux besoins de trésorerie que tout ce ralentissement va générer, et éventuellement rassurer les équipes parce qu'on a besoin de personnes engagées. Selon la configuration, si vous travaillez avec des salariés dans un pays comme la France ou dans d'autres pays où les salariés n'ont pas les mêmes conditions, ou éventuellement avec des freelances, tous ces gens-là, vous en allez avoir besoin et encore plus besoin pendant la reprise, parce que c'est ceux qui vont avoir leurs équipes motivées, engagées et au complet pendant la reprise, dans les starting blocks, vont prendre de l'avance par rapport à d'autres. Et du coup, on va parler aujourd'hui de ce fameux redémarrage, donc à quoi il va ressembler, comment on va s'y préparer. Alors, comme je vous l'ai dit, les causes du ralentissement sont diverses. Donc, ceux qui ont été fermés par fermeture administrative, donc on n'a pas le droit de travailler même si on le voulait. Pour d'autres, leur supply chain est complètement dysfonctionnelle et cassée, elle ne va pas se rétablir de sitôt. Pour d'autres, c'est effectivement le consommateur qui ne va plus éventuellement consommer comme avant. On a des changements dans la mentalité, on a encore des peurs, des appréhensions, l'interdiction de voyager, donc pour ceux qui comptent sur le tourisme par exemple. Mais ça, c'est un point, je pense, qui est assez important à prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà des problèmes avant. Et là, attention, parce que ça peut être un piège. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient quelque part malades ou en difficulté avant, pour qui la crise est venue comme un super prétexte, mais qui peut camoufler des problèmes sous-jacents, et ne pas confondre et attribuer tous les problèmes qu'on peut avoir à la crise. Parce que si on passe à côté des problèmes intrinsèques de l'entreprise, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le futur. Au moins, avoir la lucidité de le voir. Alors, à quoi va ressembler la reprise? Pour certains, ça peut être un retour assez immédiat à ce que c'était avant. Et donc, du coup, ne pas confondre reprise et retour à ce que c'était avant, qu'on peut appeler une normalité. Pour certains, la reprise va être une pente ascendante progressive, mais quasi sûre vers ce que c'était avant. Le schéma C, c'est un peu en dents de scie. Ça va remonter, puis on va avoir quelques difficultés qu'on n'a pas prévues, puis ça remonte, puis ça redescend un peu. Et tout ça va être rythmé par des décisions politiques et administratives qui vont permettre certaines choses éventuellement ou pas. Ça va dépendre du changement des comportements. Les gens vont être plus ou moins rassurés ou plus ou moins réinquiétés par certains événements. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui en font partie. Et n'oubliez pas que vous êtes partie d'un écosystème. Même si vous vous portez bien, que vous avez une activité qui revient comme c'était prévu,
c'est pas sûr que vos clients, vos fournisseurs puissent suivre. Il se peut que vos fournisseurs ou vos partenaires stratégiques eux-mêmes soient en difficulté, difficultés logistiques, difficultés financières, problèmes de trésorerie ou problèmes d'accès ou autres. Donc, ça peut être aussi dépendant des autres, pas que de vous. Et puis, bon, le schéma D, c'est celui qu'on souhaite à personne, mais il y aura des entreprises qui, malheureusement, ne pourront pas passer le cap pour plein de raisons. Alors, n'oubliez pas, la première raison pour laquelle les entreprises font faillite, c'est pas la rentabilité, c'est les problèmes de trésorerie. Donc, à ce sujet, je vous rappellerai plus tard, on va organiser un autre workshop avec Pierre Buret, qui est un ancien MBA 99, sur comment bien gérer de façon stratégique sa trésorerie. Parce que les problèmes de trésorerie, on les a maintenant éventuellement parce que on n'a pas de chiffre d'affaires et que on a besoin de payer encore certaines choses, on a certaines charges qui ne sont pas à zéro. Mais n'oubliez pas que en période de croissance, et si la reprise pour vous va s'accompagner de croissance, la croissance va générer de nouveaux problèmes de trésorerie et on risque d'avoir des problèmes ou de faire faillite par manque de trésorerie et pas nécessairement parce qu'on n'aura pas d'activité ou qu'on n'a pas le bon produit ou service par rapport à son marché. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais passer à un petit sondage. Assez rapidement, vous allez voir ces 3 petites questions sur à peu près quel est l'état de votre entreprise aujourd'hui en matière de chiffre d'affaires. Je reviens. Les aléas du live. Je vais lancer un premier sondage. 3 petites questions que vous allez voir en direct. Quel est le niveau d'activité de votre société en chiffre d'affaires par rapport à ce que c'était avant, en pourcentage? La deuxième, quel est le niveau de vos coûts fixes si vous les connaissez? Et puis finalement, quel est le scénario le plus probable selon vous pour votre entreprise? Joe, le niveau des coûts fixes, c'est le niveau par rapport au chiffre d'affaires, c'est le niveau par Non, rapport le niveau par rapport à ce que les coûts fixes étaient avant. Ah, d'accord, ok. En fait, il y a des entreprises qui ont un chiffre d'affaires très bas, mais qui ont pu réduire drastiquement leurs coûts fixes, donc ils sont moins inquiétés. Et pour d'autres qui ont un chiffre d'affaires encore élevé, mais des coûts fixes qui sont pratiquement à 100%, c'est plus compliqué. C'est un peu le point. Pendant que les gens réfléchissent, tu partageras les slides et l'enregistrement? Alors, les slides, oui, l'enregistrement, on attend de voir ce que l'association décidera d'en faire, mais moi, avec plaisir, bien sûr. Ok. C'est bon, je pense qu'on peut partager le résultat. OK. Donc, si on reprend le niveau d'activité, je vois il y a 16% qui sont à l'arrêt complet, 32% avec une activité réduite à moins de 50%, 27% qui ont une activité entre 50 et 80%, et puis 19% quasi normal, et 2
Donc 3%, ce n'est pas forcément statistiquement très représentatif, mais qui sont en suractivité. Donc n'oubliez pas, il y a quand même des entreprises, voire même des secteurs qui sont en suractivité à 110, 150, 200%. Pourquoi? Parce qu'ils sont en surdemande par rapport à ce qui se passe. Tous ceux qui vendaient des gels hydroalcooliques aujourd'hui sont en suractivité. Les supermarchés sont à des chiffres records de ce qu'ils ont fait. Alors on ne sait pas si c'est de la surconsommation ou c'est des mises en réserve, donc c'est temporaire, mais juste pour donner une idée, on n'est pas dans une situation qui est décrite comme archi-catastrophique pour beaucoup d'entreprises en tout cas, ce qui est en fait relativement une bonne nouvelle, heureusement, mais bon, le pari n'est pas gagné. Au niveau des coûts fixes, 5% à zéro, 29% à moins de 25%, donc on est déjà à plus d'un tiers qui sont à des coûts fixes très réduits, 18% entre 20 et 50, 27% entre 50 et 75, voilà, et bon, 3% qui correspond sans doute à ceux qui sont encore en suractivité, qui sont à 100% de leur coût. Et puis les scénarios les plus probables, c'est le scénario B, vont sans doute, pratiquement la moitié, 47%, ça va être une reprise lente, progressive, alors plus ou moins lente pour certains que d'autres, mais quelques-uns s'inquiètent, le scénario D n'est pas impossible. Et puis la reprise immédiate, 10% quand même, qui pensent que dès qu'on a remis les autorisations, ça va reprendre. Je vais tout de suite vous passer une autre petite question, parce que le principal, en fait, le principe ou ce que je propose en fait pour préparer la reprise, c'est l'effectuation. Alors bien sûr, c'est un sujet que je traite personnellement depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec le sujet. Donc une petite question encore, ce sera la dernière. Qui a entendu parler de l'effectuation? Et qui éventuellement, qui connaît l'effectuation pratique? Super, je vois les résultats montent. On est à 71 réponses, 72. « 73 sur 75. Bon, je pense que on peut considérer que c'est bon. Ben, alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, il y a 71% qui n'ont jamais entendu parler de l'effectuation. Et 14%, pardon, 19%, 14 personnes qui en ont entendu parler vaguement, et puis une personne qui maîtrise parfaitement bien. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, l'effectuation, je pense qu'on la pratique tous. C'est un peu la prose de Monsieur Bourdin. C'est ce que font tous les entrepreneurs quand on fait les choses naturellement. C'est la méthode causale qui est un peu la contrepartie de la méthode effectuale, qui est une méthode artificielle, c'est celle où on définit les objectifs à l'avance et on essaie de les atteindre. La méthode effectuelle, c'est quand on fait les choses naturellement. Et je vais commencer par, du coup, vous résumer quels sont les principes de la méthode effectuelle. Donc, je repartage mon écran avec vous. Les fonctions de vous. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade où on peut passer à l'effectuation? Il y avait une question de Thierry concernant l'adaptation du marketing que tu veux peut-être traiter un peu plus tard. Est-ce qu'il faudra adapter ou pas son marketing dans la nouvelle période? Alors, je vais répondre déjà d'une façon assez générale sur ce genre de questions. Je ne pense pas pouvoir prédire l'avenir et je ne recommande pas d'essayer de deviner le futur. Alors, dans un autre sondage, je ne le fais plus maintenant, j'avais commencé par demander aux participants qui était bon en forecast, à faire des prévisions. Et c'était très curieux, 80% avaient un score entre 4 et 5 sur 5. Donc plutôt bon pour faire des prévisions.
Et la question suivante, c'était combien d'entre vous avez mis dans votre budget 2020 le Covid? Là, ça faisait un grand silence. Ah oui, non, on fait des prévisions, mais pas pour ce qui est imprévisible. Donc, du coup, ma recommandation, c'est pas essayer de deviner le futur, mais de s'équiper au mieux pour essayer d'y faire face, quoi qu'il arrive. Ça, c'est, je pense, une meilleure façon de le faire. Donc, malheureusement, je vais peut-être décevoir quelques-uns. Je ne sais pas prédire le futur et je ne peux pas vous dire de quoi il sera fait. Donc, une autre question? Alors, le modèle effectual. Pour illustrer en fait la différence entre les deux méthodes, effectuelle et causale, on va prendre un exemple assez classique, c'est comment préparer un bon repas. Bon, pour préparer un dîner entre amis, on peut éventuellement commencer par acheter un livre de recettes, le décliner en liste de courses, éventuellement trouver le budget pour aller acheter tout ce qu'il nous faut, trouver tous les ingrédients, revenir avec son bouquin et essayer avec beaucoup de concentration de reproduire ce qui était décrit et éventuellement on aura le repas pour le soir. Donc ça, c'est la méthode causale. Probabilité, si vous avez prévu de faire ça un dimanche avec vos amis le soir, d'avoir tout ce que vous voulez comme vous voulez et que ça ressemble à la photo à la fin, elle est relativement faible, elle n'est pas nulle, mais elle existe. En revanche, la méthode effectuelle, c'est de faire les choses comme on le fait naturellement dans la vraie vie, c'est-à-dire on va ouvrir son frigo, on va appeler ses potes qui on connaît, leur demander éventuellement de venir et participer chacun à sa façon entre ce que je peux apporter ou ce que je peux faire, et la probabilité d'avoir un bon repas le soir, elle est quasi de 100%. Donc, si on compare les deux d'une façon un peu plus méthodique, en gros, la méthode causale, on va commencer par se définir un objectif, on va agir en fonction du gain attendu, c'est-à-dire un retour sur l'investissement. On va définir, éventuellement répartir des rôles de chacun. On va essayer au maximum d'éviter les surprises. Et quand on va avoir des problèmes, on va essayer de les résoudre au fur et à mesure pour les surmonter. La méthode effectuelle, elle va se baser sur tout un autre principe ou mentalité. On va d'abord démarrer avec ce qu'on a. Donc, ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on a dans son frigo et qui on connaît. On va réfléchir en matière de perte acceptable plutôt que d'attente de gain. C'est finalement, qu'est-ce que je perds à essayer ça? Qu'est-ce que je perds à tester ce truc? Et éventuellement, aller plus loin en obtenant des engagements des personnes qu'on connaît autour. Donc, si on a les engagements et les ingrédients, on ne peut qu'avoir le meilleur résultat. Et du coup, en cours de route, quand on va avoir des surprises ou des mauvaises surprises, on va essayer de les retourner, en tirer le meilleur. Et, pardon. Et pour finir, on va créer soi-même le contexte, c'est-à-dire au lieu de subir un contexte et se plaindre de c'est pas approprié, c'est pas pour moi, les conditions ne sont pas favorables, on va créer le contexte qui va rendre ce qu'on fait le plus adapté et le plus favorable. Donc, dans un monde certain, prévisible, donc on va obtenir probablement par la méthode causale des résultats, mais c'est plutôt là-bas et demain. Dans un monde de plus en plus incertain et en particulier avec des paramètres qui sont très difficiles à anticiper comme ceux qu'on vit aujourd'hui, c'est plutôt ici et maintenant qu'on va générer le meilleur de ce qu'on a, de ce qu'on peut, avec ce qu'on a sous la main. Donc du coup, si on compare ça à une question de survie de la famille, la question n'est pas est-ce qu'on va manger ce soir? La question c'est qu'est-ce qu'on va manger? Parce que la question de manger, c'est même pas une option en fait. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est souvent comme ça. Ils le font très naturellement sans le nommer. C'est pas est-ce que je vais être en business ou pas, c'est I'm in business, what kind of business are we going to do? C'est je suis en business de toute façon et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Parce que l'option de ne pas manger n'est même pas une option envisageable. Donc, du coup, pour résumer la théorie, donc 5 principes selon Sarasvati qui a décrit la méthode. La première, c'est the bird in hand, c'est commencer avec ce qu'on a, les ressources disponibles. La notion de perte acceptable et non l'espérance de gain. La co-création, donc elle, dans sa métaphore, elle prend la métaphore du quilt où les femmes indiennes se mettent ensemble, chacune apporte son bout de tissu et on ne sait pas si ça va devenir un rideau ou une descente de lit, mais peu importe, on co-fabrique ensemble. Après, lemonade, ça c'est un proverbe anglais qui dit que si la vie vous envoie des citrons, faites de la limonade. Donc du coup, retournez les mauvaises surprises à votre avantage.
Et le dernier, c'est le world view. Quand on est le pilote dans l'avion, ben, si on n'a pas la perspective qu'il faut, ben, on change de cap pour trouver la bonne perspective, se retrouver en fait dans le contexte favorable qu'on voudrait pour ce qu'on veut faire. Donc, à titre de référence, donc, les deux livres d'origine sont écrits par Sarah Sarasvati, qui est une prof d'origine indienne de Dartmouth University en Virginie, aux États-Unis. Et le livre a été adapté par Philippe Silbazan, pour ceux qui ne le connaissent pas. Philippe est prof à l'EN Lyon aujourd'hui, c'est un PhD de l'INSEAD. On se connaît depuis des années. Il a même une vidéo qu'on a faite ensemble il y a 5-6 ans, si vous voulez la regarder. Elle sera disponible avec les slides. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions? Ne me dites pas que tout est clair, ça va me vexer. Une question? Non? Bon. Sur le chat, on a une question de Nicolas sur les 5 principes de base. Celui du contexte n'est pas très clair pour moi. Alors, effectivement, c'est assez courant en fait. Même moi-même, j'ai eu du mal au début avec la façon dont Sarasvati l'a présenté. Le contexte, en fait, c'est agir sur les paramètres extérieurs, comme on peut, pour se retrouver dans un contexte qui nous est favorable. Pour d'autres, ils vont dire, si on veut apprendre un oiseau à nager, c'est peine perdue, ou un poisson à voler. Donc, en gros, quand on connaît ses capacités et qu'on connaît ses limites, ou le milieu dans lequel on peut performer le mieux, la création du contexte, c'est aller le chercher pour se retrouver plutôt dans un contexte favorable que dans un contexte défavorable et se plaindre ou avoir à lutter en permanence. Voilà. C'est ce que moi je retiens. Effectivement, vous allez avoir d'autres déclinaisons parce que dans le livre d'origine, c'est décrit un peu différemment. Mais l'idée, c'est de faire du reframing, en fait, une autre façon de le faire. Si dans le contexte dans lequel vous vous trouvez au départ, il y a des problèmes qui ne vous sont pas adaptés, faire du reframing, c'est une autre façon de définir comment créer le contexte. Question très intéressante de Claude. Donc, l'effectuation donne plus de place à la créativité? Point d'interrogation. Pardon, Stéphane? L'effectuation donne-t-elle plus de place à la créativité? Ah ben, l'effectuation, c'est que de la créativité, en fait. Donc, c'est pas. Alors, encore une fois, parfois c'est mal compris quand on dit on fait avec ce qu'on a. Ce qu'on a en temps T peut être limité. Mais si on prolonge ça dans la durée, ben, l'anticipation, la prévision et la bonne gestion fait qu'on fait les courses et on remplit son frigo. Donc, il y a des gens qui vont avoir plein de cordes à leur arc, ils vont avoir plein de réserves dans leur frigo. On peut être super créatif, surtout quand on est en coproduction avec l'intelligence collective. Donc, bien sûr, la méthode effectuale, encore une fois, c'est pas une méthode qui a été inventée, c'est une méthode qui est décrite en observant des entrepreneurs. C'est comme ça que Sarasvati a commencé. Elle a dit, mais quand je regarde des entrepreneurs, la plupart n'écrivent même pas un business plan. Donc, mais ils sont en business. Donc, comment on fait? Ben, je commence avec ce que j'ai. J'ai commencé par vendre quelque chose que j'avais pas, mais je me suis débrouillé à le trouver pour le vendre à mes clients. Et j'ai appris en fait en marchant et je m'adapte en permanence à des situations. Et pour les autres qui utilisent la gestion par objectif, en fait, moi je suis assez mitigé sur la gestion par objectif. Je ne suis pas le seul à mettre en question. Ça dépend comment on définit les objectifs. Parce que si on demande à tous ceux qui pratiquent la gestion par objectif, combien d'entre vous atteignent leurs objectifs? Ah oui, non, ça c'est une autre question parce que les objectifs, on les définit de façon ambitieuse et on les atteint jamais ou très rarement. Donc du coup, c'est quoi le point? Et quand ils sont pas définis de façon très ambitieuse, on les atteint toujours et c'est plus de vrais objectifs. Donc tout l'exercice est de comprendre en fait, en fonction de ces ingrédients, comment on se définit, comment on met les conditions optimales pour avoir le maximum de résultats, ni le limiter par un objectif pour être bridé, ni mettre un objectif ambitieux qui peut être décevant et démotivant pour tout le monde, mais de s'assurer qu'avec ce que j'ai, j'en tire le maximum à tout moment. Donc, du coup, on a coup sur coup deux questions
deux questions de management. Une question qui est faut-il abandonner la planification et les objectifs, donc, et l'autre qui est comment s'organiser avec une équipe d'une dizaine de managers. Comment on manage les fluctuations de l'entreprise? Alors, comment on manage les fluctuations? On va en parler un peu plus tard parce que c'est effectivement un processus participatif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de leadership et que tout le monde est à pied d'égalité. C'est pas du tout le cas. Mais si je reprends la première question sur les objectifs, ça c'est encore mon choix personnel. Pour définir les objectifs, moi je recommande de définir des objectifs sur lesquels on peut agir soi-même directement. Exemple, si on se met comme objectif, je vais avoir 10 nouveaux clients ce mois-ci, on peut faire ce qu'on veut, on aura 10 clients ou 8 ou 5 ou 14. Comment on peut savoir si on a bien fait son job? Donc du coup, ça c'est un objectif qu'on ne contrôle pas et pour moi, il n'est pas forcément, c'est pas forcément la bonne façon de définir les objectifs. En revanche, si je me mets comme objectif, moi, si je suis responsable des ventes, de contacter 10 nouveaux clients par semaine et de m'assurer que tous les clients que j'ai contactés ont bien compris notre offre et ce qu'on fait, ça c'est un objectif atteignable. Donc du coup, mon job, c'est de contacter 10 clients et de m'assurer qu'ils ont bien compris. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que je vais avoir 10 nouveaux clients ou 5? Eh bien, ça va dépendre de l'adéquation entre l'offre, ce que veut le client, le prix. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est pas forcément est-ce que j'ai fait un bon travail ou pas. Donc, plus on a des objectifs qualitatifs à la portée ou que maîtrise celui qui fait, plus on va avoir de la pertinence dans ce qu'on fait et optimiser les résultats ou éventuellement ajuster les raisons pour lesquelles on n'a pas obtenu les résultats. Si c'est pas le bon prix, si c'est pas le bon produit, si c'est pas la bonne qualité de service qui va avec, au moins on aura beaucoup plus d'éléments. Sur la deuxième question, est-ce que c'était quoi la deuxième? On s'organise avec une équipe de 10 managers, comment on gère ça? Comment on gère ça avec une équipe de 10 managers? Chacun à son niveau va avoir de la vision stratégique, parce que ça commence par ça, il faut quand même avoir une vision commune. Pour moi, c'est beaucoup plus facile quand on a aussi les mêmes valeurs et des valeurs partagées qui sont fortes. Et puis chacun, en fonction des moyens dont on dispose et ce qu'on a, on va faire le meilleur de ce qu'on peut, et chacun avec ses équipes. Donc c'est vraiment alors ces équipes, mais aussi ça peut inclure aussi les partenaires de l'extérieur. Donc vous allez voir dans la coproduction, on va impliquer ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, ses clients, pas forcément dans toutes les décisions, mais dans une grande partie de l'élaboration de ce qu'on fait. C'est la meilleure façon de trouver une adéquation, de ne pas être en décrochage entre ce qu'on produit et ce que notre marché est prêt à demander, payer, acheter et prendre. Donc du coup, dans la première méthode, qui est la méthode causale, si on sait deviner et anticiper ce que voudraient nos clients, on peut investir en espérance de gain. Les investissements sont longs, on espère avoir le bon produit et on attend après que le produit vende suffisamment pour rentabiliser les investissements qu'on a fait là-dessus. Dans la méthode effectuelle, on peut le faire aussi, c'est pas interdit, mais on va commencer par dire je m'accroche à ce que veut mon client et si mon client m'a demandé quelque chose, je sais le produire quasiment en temps réel et du coup, je n'ai jamais ce décrochage entre ma planification, mon projet et ma réalité. Voilà un peu la différence entre les deux et encore une fois, les deux peuvent cohabiter, sauf que l'un est beaucoup plus adapté dans une période d'incertitude alors que l'autre, on a besoin de prévision parce qu'on fait des investissements avec des espérances de gains futurs. On travaille aujourd'hui sur quelque chose qui va arriver peut-être demain. Si ça n'arrive pas comme on l'a prévu demain, c'est là que ça fait la différence. Alors, il y a pas mal de questions. Il y en a quelques-unes qui sont émergées sur la relation avec les investisseurs. Quelle stratégie? Comment présenter sa stratégie vis-à-vis des investisseurs? Ou un commentaire qui disait pour être sur la table des objectifs, il faudrait aussi que les marchés et investisseurs soient moins orientés objectifs. Alors, je vais répondre très, très court sur la question des investisseurs. Parce que, à mon sens, les entrepreneurs avec les investisseurs ont des relations qui ne sont pas toujours très claires en matière de qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre. Il faut comprendre que les investisseurs, c'est pas des fournisseurs d'argent.
on les traite comme des fournisseurs de financement. Mais en fait, les investisseurs, c'est des entrepreneurs qui ont l'obligation, en tout cas dans le modèle qu'on connaît de private equity ou de venture capital, c'est des gens qui ont l'obligation, parce qu'ils ont fait la promesse à leurs LPs, qui sont ceux qui leur ont donné l'argent, de leur retourner la plus-value. S'ils n'ont pas rempli leur contrat, c'est-à-dire s'ils n'ont pas rendu la plus-value aux gens qui leur ont donné les fonds, ils sont en défaut par rapport à leur mission. Or, les entrepreneurs qui vont les voir en disant « Vous êtes une source de financement, donnez-moi de l'argent sur un business plan, tout le monde sait que je ne vais pas l'exécuter parce que c'est juste un exercice intellectuel et tout le monde sait que le business plan ne se réalise pas comme on l'a écrit », on se met quelque part en opposition par rapport aux vrais objectifs, en tout cas aux intérêts fondamentaux qui font les intérêts des uns ou des autres. Et donc, à chaque fois qu'un entrepreneur ne délivre pas la plus-value que l'investisseur a promis lui-même à ses LPs, on est un fournisseur de plus-value, parce que l'entrepreneur, c'est le fournisseur de plus-value, qui n'a pas fait son job. Et du coup, avec les investisseurs, ça complique les choses. Comment vous voulez qu'un investisseur qui est venu prendre la plus-value de chez vous, quand vous dites « je ne vais pas la livrer et pas dans les temps », c'est compliqué. Mais eux, dans leur projet, les investisseurs ont déjà prévu que sur les 10 fournisseurs qu'ils ont, les 10 entrepreneurs dans lesquels ils ont investi, il y a beaucoup qui vont faire défaut et c'est pas grave pour eux. Ils vont juste se focaliser sur les entrepreneurs qui vont eux-mêmes délivrer de la plus-value. Et les autres, au mieux, ils les laissent et sinon, ils vont plutôt arrêter les investissements, voire fermer les sociétés parce que ça ne leur apporte pas la plus-value. Donc, on est vraiment dans deux mondes, à mon sens, qui sont très différents. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour comprendre finalement quels sont les objectifs fondamentaux des uns et des autres. Donc, oui, les investisseurs ont besoin d'une promesse ou quelque part d'une certitude même d'avoir la plus-value. Et dès qu'ils n'ont plus la plus-value, on n'est plus un bon fournisseur pour eux. Donc, on est dans un autre jeu. Alors, pour l'entrepreneur, ce qui compte, c'est le développement de l'entreprise, sa profitabilité, peut-être même la qualité de vie, le bien-être de tous ceux qui travaillent dedans et autour. On a des objectifs plutôt long terme. Assurez-vous du coup que les objectifs des uns et des autres soient alignés à la fois dans leur nature et dans leur durée dans le temps. Parce que parfois, c'est du court terme et du long terme. Et on peut avoir des désalignements très importants. Donc, pardon, c'était une longue parenthèse, mais je sais que ça revient très souvent, en fait, ce genre de questions. Donc, autant les traiter tout de suite. Une autre question? Il y a un commentaire intéressant sur ce système semble plus adapté à un univers flexible et assez asset-light, donc les services par exemple, plutôt qu'à l'industrie. Est-ce que c'est l'effectuation, ça s'applique plus dans certains secteurs que dans d'autres, ou est-ce que c'est… Non, c'est décrit vraiment dans tous les secteurs. Donc, je ne sais pas s'il y a une question vraiment spécifique sur un secteur ou si c'est en général, mais c'est vraiment une façon d'être. C'est si je me programme dans ma tête pour tirer le meilleur de ce que j'ai sous la main, je ne peux avoir que les meilleurs résultats. Et commencer par vraiment ma réalité. Et ma réalité, je l'améliore tous les jours en fonction de qui je connais, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je développe comme compétences autour de moi. Et du coup, tirer le meilleur de ce qu'on a n'est pas forcément, à mon sens, spécifique à aucune des industries. On est toujours juste dans une philosophie, d'une appréhension de comment je fais, comment j'entreprends et comment je gère pas que mon entreprise, mais aussi la vie. Alors, pour compléter, Fanny qui posait la question, il y a de toute façon des objectifs liés à la couverture des frais fixes. Donc, je pense que c'est lié. C'est frais fixes, frais variables. Si on a des frais fixes, il faut effectivement des objectifs de compenser ces frais fixes et puis trouver les revenus qui vont avec. Ouais. C'est l'approche l'approche est différente. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Pour ceux qui ont un objectif de limiter les frais fixes. Quand tu portes des frais fixes, tu as forcément des objectifs. Donc, est-ce que la méthode effectuelle fonctionne dans ce cadre-là? Alors non, la méthode effectuelle, dans le principe des frais fixes, si on décide d'engager des dépenses qui seraient des frais fixes, le maximum de frais engagés doit correspondre à la perte acceptable. Ça, c'est la notion de perte acceptable. Je suis prêt à miser
100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, 1 million, parce que si éventuellement je fais ce qu'il faut avec ce million, je pense que j'irai plus loin. Et éventuellement, si j'ai pas ce que j'ai prévu, c'est pas grave, parce qu'en général, bon, encore une fois, c'est du mindset d'entrepreneur. J'ai appris quelque chose, ou en cours de route, je sais que je vais pouvoir m'adapter pour en tirer quelque chose. Donc, les entrepreneurs vont, dans la méthode effectuelle, vont raisonner de cette façon-là. Je ne vais pas dépenser 1 million si je ne peux pas me permettre de perdre 1 million. Et vous allez vous voir très régulièrement, en fait, raisonner de cette façon-là. On se sent super mal à l'aise quand on est au-delà de la limite de ces pertes acceptables. Parfois, on n'a pas réfléchi à l'avance. On se trouve pris en cours de route. Mais réfléchir à l'avance et définir sa perte acceptable est extrêmement sain et ça rend vraiment beaucoup plus serein. Et en avançant, l'idée, c'est de dire, ben, effectivement, j'ai pris quelque chose de mon frigo. On a peut-être réussi à en faire un plat ou pas. Mais comme j'ai pas l'option de ne pas manger ce soir ou ne pas donner à manger à ma famille ce soir, eh ben, on va trouver de quoi manger ce soir de toute façon. Encore une question, je vois Jean-François, une main levée. Micro. Oui, la question que je me posais, c'est les entreprises qui se sont mises à faire des masques qui n'étaient pas du tout dans leur domaine, mais est-ce que c'était un raisonnement effectuel? C'est-à-dire qu'elles ont utilisé leurs outils, elles ont dit on va gagner moins d'argent parce qu'ils se vendent 1 euro ou moins. Est-ce qu'ils ont fait une co-création avec l'ensemble des équipes et finalement ils ont décidé de basculer pour aller faire des masques? Est-ce que c'était un raisonnement à ce moment-là un peu marginal ou un peu effectuel? Alors, pour moi, c'est typiquement un raisonnement effectuel. Je pense qu'il n'y a pas d'entreprise qui, l'année dernière, avait mis sur son business plan de switcher leur activité pour fabriquer des masques. Donc, c'est une réactivité immédiate. Et je ne sais pas comment ces entreprises vont toutes raisonner, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, chacun à sa façon. Mais ça peut répondre à ce principe. Si je connais quelqu'un, j'ai une source et je sais comment faire, eh ben, je vais le faire parce que ça m'est accessible, je l'ai dans mon frigo, je connais le réseau d'acheminement qui va me permettre de m'en procurer. Du coup, je le fais. Donc, ça peut effectivement être le cas. En revanche, pour d'autres, comme, je ne sais pas moi, les pharmacies qui aujourd'hui ont quasiment toutes, quelque part, l'obligation de vendre des masques, leur démarche a pu être un peu différente en disant maintenant que je vais en vendre, comment je fais? Donc, je planifie, etc. Donc, je fais d'une façon un peu plus traditionnelle. Mais ceux qui l'ont fait en amont avec une réaction immédiate, probablement ont réagi selon ce principe-là. On passe à la suite. Ça nous laissera le temps de faire une petite pause. Alors, hop, je partage mon écran à nouveau. Voilà, donc comment préparer du coup la reprise selon la méthode effectuelle. Donc, j'ai prévu en fait une reprise en 3 étapes. Donc, la première, c'est l'état des lieux. Ça correspond grosso modo aux 2 premiers principes de l'effectuation, c'est-à-dire en gros qui je connais et définir quelque part sa perte acceptable, parce que l'état des lieux va me permettre, si j'ai des réserves de trésorerie ou pas, notamment de m'engager dans une certaine direction ou faire certains choix, co-construire, donc on est vraiment dans la participation, et puis réorganiser, à la fois donc créer le contexte, mais aussi retourner les situations. Si jamais j'ai des problèmes ou des lemons, comment je peux retourner la situation en ma faveur. Donc on va commencer par l'état des lieux, on va prendre une petite pause, donc un break juste après, et puis on reviendra pour les 2 suivantes. Donc, quand je prends l'exercice que je recommande, c'est de quoi je dispose, on a tous l'habitude de commencer ou de présenter un produit fini. Alors, tout l'exercice de voir qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, c'est de ne plus raisonner en produit fini, mais de raisonner en composants. Si on est dans le service, on va arrêter de présenter des menus élaborés gastronomiques parce qu'on sait faire ça, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus vendable comme avant. En revanche, si je peux faire l'inventaire et lister tout ce que j'ai dans mon frigo, comme point de départ, ça me donnait plein d'idées de qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement.
Et ça s'applique aussi aux personnes en matière de talent, de compétences, de savoir-faire. Donc du coup, l'exercice que je propose, c'est de faire un brainstorming en interne, décomposer l'entreprise en know-how. Qu'est-ce que j'ai comme équipement? Qu'est-ce que j'ai comme capacité d'exécution? Qu'est-ce que je peux faire ou réaliser? Et éventuellement, décortiquer les produits ou les services en éléments unitaires qui permettent d'identifier les compétences, les talents, comme je dis, les savoir-faire, les différents actifs et les ressources qu'on a. La deuxième étape, c'est explorer son écosystème. Alors, dans l'écosystème, il y a les clients. Donc, j'ai dit conversation avec les clients. Et j'ai bien choisi le mot conversation, vous allez comprendre pourquoi. Conversation avec les fournisseurs, analyse de sa supply chain et éventuellement des alternatives pour voir quelles sont ses possibilités. Des conversations parfois nécessaires à partir de maintenant avec les autorités sur des réglementations, des autorisations, des homologations, des normes, donc l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler du PR ou du lobbying. Donc tout ça, je le propose en mode conversation. Pour d'autres, ça peut s'appeler de la négociation raisonnée, mais en tout cas, tout ça pour ouvrir autant que possible les options dans le dialogue, pour comprendre quelles sont leurs préoccupations. C'est une opportunité formidable aujourd'hui pour contacter ses clients, demander comment ils vont, au moins on connecte et ça renoue les liens, ça renforce les liens qu'on peut avoir avec eux. D'ailleurs, je suis persuadé que pour les entrepreneurs, ils le font beaucoup mieux que les très grosses entreprises. On a plein de passerelles et des moyens de renforcer ces relations avec tout son écosystème et c'est fortement apprécié. Et même si on les appelle, et surtout on peut les appeler d'ailleurs sans parler business, c'est encore bienvenu et c'est une excellente opportunité aujourd'hui. Ils vont l'apprécier, ils vont s'en souvenir pendant longtemps et probablement vous le rendre au quintuple avec des privilèges qu'ils pourraient vous donner par la suite. Donc, comprendre leurs besoins, leurs problèmes, vérifier avec eux leur niveau d'activité. Et ça, c'est quelque chose dans cette notion de reprise progressive, à la fois nationale dans chaque pays, ça va se faire d'une certaine façon, d'une région à une autre, d'un secteur à un autre, mais aussi mondialement sur les ouvertures des frontières. Est-ce que les gens vont pouvoir voyager comme avant? Est-ce que les touristes vont venir? Est-ce que l'acheminement de marchandises va se faire comme avant? Est-ce que les relations politiques, diplomatiques, commerciales entre deux pays vont me permettre de faire mon business comme avant ou pas? Tout ça va changer d'une façon permanente. Donc, à toutes les semaines, je dirais, ou tous les jours, au moins tous les mois dans la prochaine année, on va avoir de nouveaux contextes qui vont se produire parce que des choses vont bouger. Et du coup, les discussions pour comprendre avec eux quel est leur niveau d'activité, quels sont leurs projets, quelle est leur propre vision de l'avenir, va permettre de faire émerger ces opportunités. Et du coup, dans ces dialogues, les différents dialogues, principe de base, ne pas vendre. Donc, arrêter de vendre parce que la vente, on est dans la certitude quelque part de ce qu'on a correspond aux besoins de l'autre, mais plutôt encourager dans ce genre de dialogue d'ouverture qui vont vous donner des options, donner des informations qu'ils ne partageraient pas avec quelqu'un d'autre, mais aller dans un esprit de vraie bienveillance, proposer plutôt de l'aide qu'une vente forcée. Et donc les composants d'une bonne conversation, c'est des questions ouvertes, une écoute active, de l'empathie authentique, il faut que ça soit au moins un minima véridique, donc faites-le et je suis sûr que vous savez le faire d'une façon authentique beaucoup plus que d'autres. Et puis quelque part aussi se montrer vulnérable, c'est-à-dire je ne suis pas l'infaillible qui ait toutes les solutions à tous vos problèmes, mais nous sommes aussi en difficulté, nous avons nos limites, mais peut-être ensemble on peut mieux faire et ça va sans doute déclencher beaucoup d'opportunités. Pour référence, pour ceux que ça intéresse, entre les livres écrits par Sarah Rosenthaler sur le sujet, qui sont vraiment des conversations interactives qui peuvent faire émerger des choses, des solutions intelligentes, ou John O'Leary qui est plus axé sur les mauvaises décisions. Il reprend notamment dans son TED Talk le fameux cas de Challenger, la navette spatiale américaine que la NASA avait envoyée. Et la veille, il y avait eu 3 heures de discussion entre le fournisseur qui faisait les joints, qui lui s'inquiétait parce que à température basse, il craignait qu'il y ait une fuite et que ça explose. Et au bout de 3 heures de conversation, la qualité était tellement mauvaise de la conversation que tout ce que la NASA voulait, c'était lancer. Ils ont fini par forcer quelque part le fournisseur de joints à écrire un rapport en disant c'est OK, il n'y a pas de problème avec les joints, et c'était catastrophe. Donc du coup, je dis conversation
pour ne pas dire négociation, mais c'est plutôt une négociation raisonnée, un dialogue, autant ouvert et continu et permanent, parce que dans l'année qui va suivre, en tout cas dans les prochains mois de reprise, sur des reprises qui vont être itératives et lentes et progressives, plus vous allez engager ce dialogue ouvert, plus vous allez vous ouvrir des opportunités, plus vous allez comprendre les changements dans les besoins ou les demandes de vos clients, les changements en disponibilité avec vos fournisseurs, plutôt que passer une commande et qu'on vous mente et qu'après vous trouvez rien et qu'on ne peut que se plaindre. Ça va arriver, ça arrive à tout le monde, mais du coup, ma proposition, en fait, c'est d'engager au maximum de bonnes relations, une ouverture. Ça va vous offrir des nouvelles opportunités ou au moins vous donner une information fiable. Un bon moyen aussi de ne pas se planter. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la pause? Tout à l'heure, super clair. Tout est clair. C'est très clair. Jean-François. Jean-François. Est-ce que c'est un travail itératif? Absolument. Parce que Absolument. en fait, le client va rentrer également dans ce processus. Donc, il faut revenir vers lui comment dirais-je, régulièrement, de façon à ajuster peut-être le tir, entre guillemets. Bien sûr. Pour moi, c'est évident. Alors, pour tout le monde, c'est pas toujours évident de connecter avec leurs clients. Quand on est dans le grand public, quand on est client d'un supermarché, c'est très compliqué que le supermarché vienne nous parler. On n'est même pas sur leur mailing list. Bon, mais une des questions, ça revient. Moi, j'aime bien les exemples très terre à terre, basiques de la vraie vie. En fait, j'ai un entrepreneur qui a plusieurs supermarchés. Aujourd'hui, il se porte super bien. Et puis à un moment donné, c'était une ancienne conversation qu'on avait. La question, c'était est-ce que mes clients sont contents de nos prestations? Est-ce que tout se passe bien? Et son idée, c'était je vais engager une boîte d'études marketing pour passer des questionnaires et interviewer les clients à l'entrée ou à la sortie du supermarché. Et là, on réfléchit, on dit mais attendez, vous avez quand même du personnel aux caisses. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que font les gens à la caisse? Eh ben, un très bon job. Hein. C'est bonjour, au revoir, merci, à bientôt. On encaisse, on donne la monnaie. Et est-ce que les personnes qui sont à la caisse demandent aux clients est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous avez sur la liste de courses? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui? Et la première réaction, mais c'est pas leur job. Ah bon? C'est le job de qui, en fait? Parce que quelque part, on a ces modèles mentaux, pour reprendre aussi l'expression de Philippe Silverzan, on a un modèle mental qui dit que les caissiers des supermarchés ne sont pas supposés avoir une intelligence élevée. Et d'ailleurs, on leur a dit toute leur vie, si tu es nul à l'école, tu finiras caissière au supermarché. Et maintenant qu'ils font ce job-là, ben, on n'est pas supposé avoir de l'intelligence. Alors que connecter avec les clients et leur demander tous les jours comment ça se passe pour vous, est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus engageant. Et effectivement, si on commence à remonter les informations pour répondre à ta question, Jean-François, c'est est-ce que c'est itératif? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout faire ce que demande le client? Sûrement pas. Mais au moins, on a l'info. Et plus on s'engage avec les clients dans un dialogue mutuel pour dire je réponds à votre demande, mais quelque part, vous allez m'assurer que je ne vais pas développer pour rien, on va trouver des solutions absolument formidables avec des alignements à la fois dans les commandes, la production, les paiements, les avances de trésorerie. En fait, c'est un monde super vertueux quand on arrive à engager de bout en bout toute la chaîne, à la fois ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs et ses clients à l'autre bout. Donc, c'est super vertueux. C'est pas facile à pratiquer parce que ça prend effectivement it takes two to tango, comme on dit. Donc, ça prend que tout le monde joue le jeu. Mais quand on y arrive dans un écosystème qu'on peut choisir, et ceux qui choisissent aussi leurs partenaires stratégiques en fonction de certaines valeurs de comment on fait du business, c'est que tu me plantes pas, tu es honnête, on est ouvert et on a une certaine intégrité dans la façon dont on travaille ensemble. Du coup, ça fait des écosystèmes super vertueux. Et c'est pas le monde des bisounours, hein. On est dans la vraie vie. C'est assez intéressant parce que plus les entreprises sont petites,
plus les entrepreneurs comprennent cette façon de faire du business, et plus on est dans un petit pays où les gens se connaissent, où on comprend les rouages, plus c'est pratiqué de cette façon-là. Donc, c'est juste quand on passe à une grande échelle, c'est l'inconnu, le Mr. Nobody, en fait, qui devient l'ennemi que tout le monde craint, mais c'est juste par manque de dialogue, et ça devient quelque part... les méchants, c'est souvent ceux qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça va avec, en fait. On est dans le même problème de modèle mental. Laurent pose une question intéressante. Peut-on parler de phase d'audit pour passer à l'étape suivante? Pardon? Peut-on parler d'une phase d'audit pour passer à l'étape suivante? Est-ce que le questionnement, la conversation, c'est une étape et on passe à la suite ensuite? Ah, une étape d'audit? Ben oui, on peut l'appeler audit. Moi, je l'appelle inventaire. Quand on fait l'inventaire de ce qu'on a dans son frigo, ben, on sait ce qu'on a dans son frigo, mais on fait un audit tous les jours. Moi, j'ai trouvé le confinement a été une expérience assez extraordinaire pour comprendre comment fonctionne une famille ou un foyer. Rarement on s'est préoccupé autant collectivement de qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va faire à manger, comment on va s'occuper et quelles activités on va faire dans un milieu qui était soudainement devenu beaucoup plus petit. Et on a tous pris conscience finalement de l'importance de prévoir, d'avoir des réserves, de planifier et une espèce de conscience de qu'est-ce qu'on a comme réserve chez soi. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec, comment je compose, comment j'anticipe pour le lendemain. Et si tous les jours ou toutes les semaines, on a assuré nos réserves pour la semaine suivante, on est dans un mode survie quasiment à l'infini. On n'a pas besoin de prévoir 6 mois. Mais si on a intégré le fait que je sais, j'ai de quoi manger cette semaine et je me suis assuré que j'ai de quoi manger la semaine prochaine et que derrière, dans mon système d'approvisionnement, j'ai demandé à mon épicier du quartier, le boucher et la petite supérette, est-ce que vous allez avoir les produits la semaine prochaine ou est-ce que vous êtes inquiet d'en avoir en rupture? Jusque-là, la plupart ont été ouverts. Certains produits, je dis, bon, voilà, on n'aura pas, mais on aura peut-être l'équivalent, et c'est pas en soi un problème. Et quand on a l'info, on est rassuré que oui, je vais en avoir la semaine prochaine. Du coup, on n'a pas besoin de suracheter ou surstocker. Et c'est mieux, ça fonctionne beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, je vois, c'est un excellent apprentissage. En tout cas, moi, j'ai énormément appris en observant aussi autour de moi qu'on a intégré toutes ces notions et que c'est pas très loin de ce qu'on ferait dans une entreprise si on remet ça à l'échelle de l'écosystème de l'entreprise elle-même. Alors, j'ai une autre question. Alors, je vois, nous sommes 80, donc je vais demander à Magali de préparer le split. On va se diviser en 4 groupes, donc 4 groupes de 20. Il y a une question, je voulais la passer juste à l'écran. Une question, je vais vous demander de réfléchir ensemble. Quel est votre principal défi pour la reprise? Alors, pas le défi personnel, mais quel est le défi que vous anticipez pour l'entreprise, pour votre entreprise, en fonction des éléments que vous avez maintenant. Encore une fois, je ne demande pas de prédire l'avenir, d'ailleurs, je recommande de ne pas laisser de le prédire, mais en fonction des éléments que vous avez, pour différentes personnes, ça peut être des défis de nature différente. Et l'idée, c'est déjà de casser un peu la dynamique, donc on va faire une petite pause. Ce sera limité 8 minutes, donc c'est pas très long, mais suffisamment long quand même. Et là, je vous recommandais, même si on a envie de faire connaissance les uns des autres, plutôt de focaliser sur le sujet en faisant connaissance, de dire, voilà, moi, dans mon entreprise, voilà le principal défi. Et je demanderai à chacun des groupes d'avoir un rapporteur qui, après, nous résume juste en 1 minute, voilà les 2-3 points essentiels de ce qui a été discuté. Ready? Allez, hop. Alors, c'est toujours le grand challenge, la grande question qu'on se pose après, combien on va être? On était 80 juste avant.
Et là, je vois, on revient progressivement. On est tous revenus. Bon. Ah ben, je pense que c'est bon, on est 64. Donc, merci pour ceux qui ont le courage et comment dire, la force de continuer encore de rester avec nous. Donc, en fait, dans mon groupe, il y avait pas mal de défis qui ont été présentés. Je pense que c'est assez classique entre je ne peux pas prévoir si mes clients vont revenir ou pas parce qu'aujourd'hui, ils sont en baisse d'activité. Pour d'autres, c'est je ne sais pas trop comment formuler une nouvelle offre, mais nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle offre au cas où notre marché n'est pas là. Je ne sais pas si quelqu'un des autres salles a juste, je peux prendre 1 ou 2 points si vous avez trouvé quelque chose de vraiment inhabituel ou inattendu à partager. Et sinon, je veux bien passer à la deuxième phase, deuxième étape. À la place pour 1 ou 2 partages de commentaires. Oui, Claude. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Il y avait quelque chose d'intéressant dans notre groupe de Bruno, dont le business model de la société a évolué. Ils sont dans la restauration. Peut-être Bruno peut en parler mieux que moi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à maintenir 90% de leur chiffre d'affaires, mais en changeant complètement le business model. Et du coup, la question se pose, comment ils vont reprendre l'activité? C'est Bruno Trommer. C'est ça. Oui. Donc, je connais très bien la société. En vérité, ça ne s'adresse pas à la société entière, mais à une petite société qu'on a rachetée en Espagne, qui est dans la restauration, qui a une dizaine de restaurants, qui faisait 70% de son chiffre d'affaires en salle, et du jour au lendemain a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Donc, on a réussi, en mettant en place très très rapidement des systèmes de livraison à domicile avec différents business models en direct, en indirect, etc. On est maintenant, on fait seulement 10% de moins de chiffre d'affaires qu'avant. Ce qu'il y a, c'est qu'on a complètement détruit notre business model et notre structure de coûts. Puisque travailler avec des gens comme Deliveroo, etc., ça rajoute 30% de coûts variables au compte d'exploitation. Donc certes, on a maintenu les emplois, certes, on a fait le chiffre d'affaires qu'on devait faire ou presque. Contre, on a un vrai défi. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Comment on va revenir à l'ancien business model? Où est-ce qu'on doit revenir? Où est-ce qu'on reviendra ou pas? D'accord. Donc, je comprends le défi, Bruno, mais connaissant bien et Bruno et la société en question, l'effectuation, c'est en tout cas, pour toi, Bruno, c'est ton quotidien, non? Oui, finalement, moi, sans connaître le terme avant de rejoindre cette réunion, enfin ce Zoom, c'est vrai que c'est ce qu'on fait régulièrement et c'est ce qu'on a, je pense, assez remarquablement fait sur cette petite entreprise à Madrid. Très bien. En tout cas, merci pour cet échange parce que tout le principe, c'est ça, c'est de ne pas espérer ou attendre que l'écosystème vous retrouve votre place, mais en étant plus proactif et en essayant d'explorer tout ce qui se passe dans votre écosystème, composer avec ce qu'on a. De toute façon, vous apportez un meilleur résultat et plus rapide que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Ou de définir un objectif en espérant qu'en continuant à booster ou quelque part à cravacher les équipes, on va pouvoir y arriver. Et du coup, l'ouverture et l'agilité, bon, je vais arriver à ça, je vais partager mon écran tout de suite. Je vois que l'heure tourne. J'avais prévu d'arrêter à 12h30, mais je pense que si c'est OK, on va déborder d'une dizaine de minutes, mais je vais vous balayer en tout cas la suite. On va réouvrir la discussion juste après. Excusez un peu mon retard, je pensais qu'on s'arrêterait un peu plus tôt. Hop. Donc, voilà. Donc, pour les étapes suivantes, nous sommes dans la co-construction. Vous allez voir, les deux ne sont pas très compliqués à comprendre, mais c'est dans la même lignée, la philosophie, l'état d'esprit. Donc,
Comment on obtient des engagements? Donc, toute l'idée est là, c'est poser les bonnes questions pour mettre en évidence un besoin, obtenir une confirmation plutôt que prétendre savoir quel est le besoin en face en fait, d'un client ou même d'un partenaire stratégique, obtenir de leur part une confirmation de l'importance et de la pertinence du sujet et proposer de chercher ensemble. Donc, on est encore dans cette démarche qui n'est pas de convaincre, mais de les laisser se convaincre. C'est ça le principe de l'engagement. Ne pas expliquer, parce que expliquer, c'est exactement la même chose en fait. C'est essayer de vendre, mais plutôt de les impliquer dans le processus. Et tout ça s'explique parce que chez chacun d'entre nous, en fait, dans chacun de nos cerveaux, on a une partie rationnelle et une partie intuitive. Donc, le monsieur rationnel chez nous, il est très factuel. Le monsieur émotionnel, intuitif, il va lui dire je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a un truc à faire. C'est une intelligence, en fait, l'intuition. Et du coup, pour la science derrière, dit que quand on a des choix simples à moins de 5 critères, oui, on peut éventuellement faire ce raisonnement très rationnel. Mais quand on a des choix complexes à plus de 10 critères, souvent c'est l'intuition. Et du coup, savoir parler en impliquant, en laissant se convaincre, cette partie intuitive, intelligente qu'on a à chaque fois que vous allez avoir un interlocuteur en face. Et si on sort d'un rendez-vous pertinent avec un de ses partenaires stratégiques, que ce soit un client, un fournisseur ou autre, moi j'ai une phrase magique, la question qui est le but, en fait, la finalité de chacune de ces interactions, c'est d'arriver à la fin à quelle est l'opération qu'on pourrait monter ensemble demain. Alors quand je dis demain, c'est plutôt aujourd'hui que demain, mais dans ce processus-là, vous allez voir que c'est des itérations qui vont à chaque fois définir soit une idée, soit un projet à explorer. L'opération peut être carrément un produit à fabriquer pour eux ou un nouveau service à offrir, mais ça peut être aussi tout simplement, on va faire une étude ensemble, on va mettre en place les bons indicateurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre écosystème, dans notre industrie, et on va peut-être les partager pour que tout le monde soit au courant et plus intelligent. Et de là, on va faire émerger de nouvelles offres. En fait, la solution au problème identifié, en fait, va générer ces opportunités-là. Comment on va faire? On va commencer par, d'un côté, je vais aller vite, les ressources, le savoir-faire et les compétences qu'on a. En face, les besoins, les demandes et éventuellement les nouvelles spécifications. C'est un process de matchmaking où la phase suivante va être de mettre face à face chacun ses moyens, des moyens humains, des moyens matériels, des réseaux et des contacts. Et par ce partage-là, on va faire émerger les nouvelles offres. En méthode, parce que quand même, on peut faire de la co-création sur des méthodes bien connues que vous connaissez même tous. Juste un petit résumé, le principe de la méthode agile, implication directe du client ou du partenaire, et le développement se fait de façon itérative, adaptative et dynamique. Vous connaissez tous le cycle, un premier meeting, planification, puis on design, on développe, on teste, on évalue à nouveau, on se revoit, et c'est un cercle vertueux où, après plusieurs itérations, on finit par arriver à un produit fini, éventuellement, ou si vous êtes dans le service ou dans une révision plus stratégique, vous connaissez tous la méthode du Blue Ocean, océan bleu. En gros, on part de l'existant et on réfléchit qu'est-ce qu'on doit éliminer parce qu'il n'a plus de sens ou plus de place, qu'est-ce qu'on doit réduire parce qu'il faut en faire moins, on en faisait sans doute trop et ce n'était pas utile, qu'est-ce qu'il faut augmenter, faire plus de quelque chose parce qu'il y avait un manque, ou éventuellement créer un truc qui n'existait pas, qu'on devrait rajouter éventuellement à notre offre. Donc, on crée une nouvelle catégorie du coup, on peut sortir complètement de ce qu'on faisait avant. On ne se limite pas dans cette façon de penser à la concurrence, on ne va pas se benchmarker à la concurrence, on va se plugger sur son propre écosystème, et puis on fait preuve de créativité. Plus on est créatif, plus on peut aller loin par cette méthode-là. Une fois qu'on a fait ça, il reste la dernière phase, donc ce sera la dernière partie aussi de ma présentation, quelques points encore à rajouter. Finalement, dans la méthode effectuelle, on va adapter la stratégie aux moyens et pas l'inverse. Dans la méthode causale, on a la stratégie, on essaie de trouver les moyens pour réaliser la stratégie. Et du coup, ça c'est un exercice, je pense que ce sera la gymnastique que tout le monde va devoir faire, parce qu'on va définir une stratégie en fonction de multiples critères et qui vont eux-mêmes être changeants en permanence. Donc, le type d'activité qu'on va avoir peut être identique à avant ou une évolution de ce qu'on faisait ou complètement différent.
Les produits ou services, idem, ils peuvent être adaptés ou complètement nouveaux ou identiques à ce qu'on faisait avant. Le business model, pareil, on peut même aller jusqu'à un modèle complètement disruptif s'il le faut. Les clients, la stratégie de marketing-vente peuvent aussi changer à chaque fois en fonction des différents changements dans le contexte. Idem pour les fournisseurs. Est-ce que la supply chain est disponible ou pas? Est-ce qu'elle est fiable ou pas? Est-ce qu'on va être en rupture temporaire ou permanente d'un certain fonctionnement? Puis il y a les contraintes et les normes de sécurité, d'hygiène, d'autres contraintes légales. Pour ne pas oublier les ressources humaines dont on dispose, les personnes peuvent être disponibles, pas disponibles, sur site, pas sur site. Le télétravail peut être adapté, approprié ou pas forcément. Et puis pour finir, vous avez des locaux, que ce soit des locaux ouverts au public ou des bureaux. Est-ce qu'on pourra les ouvrir ou pas les ouvrir? Est-ce que les transports sont accessibles ou pas? Est-ce qu'on a les bons équipements? Si vous prenez chacun de ces éléments avec les paramètres, ça fait quand même assez complexe à gérer. Et sur tous ces éléments, ça peut changer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et du coup, la gymnastique et l'exercice dans cette reprise va être à tout moment d'avoir le maximum d'informations et le plus rapidement en temps réel que possible et pouvoir réagir et s'adapter pour répondre à tout ça. Donc du coup, si on prend les allocations de ressources qu'on a, en fait la méthode c'est de reprendre à chaque fois quelles sont les qualifications qu'on a, les compétences, le savoir-faire, la disponibilité à la fois des gens et des moyens qu'on a en face, définir pour l'entreprise une liste de tâches, donc quelles sont idéalement l'ensemble des tâches que l'entreprise devrait faire pour assumer ce nouveau job, en fait, dans la nouvelle stratégie qu'on s'est définie. Donc, une définition du rôle et des responsabilités de chacun. Et quand on décline ça en plan d'action pour les individus, en gros, on a la liste des tâches pour l'entreprise et chaque individu va avoir lui-même sa sous-liste de tâches en fait, personnelles qui vont être sa mission et son job. Forcément, ce n'est pas l'organigramme, l'outil que je propose de faire, c'est de reprendre vraiment une liste détaillée des tâches, parce que l'organigramme ne va pas vous dire qui va faire quoi exactement, surtout dans une période de changement aussi fréquent et aussi dynamique, et mettre en place des vrais tableaux de bord pour suivre l'évolution, pas les tableaux de bord qu'on a qui sont des indicateurs annuels où à la fin de l'année on a vu le résultat, parce que souvent à ce moment-là c'est beaucoup trop tard, mais de pouvoir suivre au plus proche l'évolution des ingrédients qu'on a, qu'est-ce qu'on a dans notre frigo, quelles sont les demandes du client du moment, des indicateurs de progression en matière de développement de ce qu'on fait, mais aussi du besoin en face ou de la demande en face, et en permanence faire des loops de feedback pour ajuster en fonction des nouvelles disponibilités que je peux avoir en compétences, en savoir-faire, redéfinir une nouvelle liste de tâches, un plan d'action, le présenter au client, etc. Une formule que j'apprécie, en fait, que je garde en tête, que je recommande forcément, la performance, c'est le résultat de deux choses, le potentiel qu'on a, moins les interférences du système, et en particulier le système interne de notre façon de travailler. Souvent, pour augmenter ou booster la performance, on veut se doter du maximum de potentiel, ce qui est effectivement une bonne chose à avoir, mais souvent, on peut aussi augmenter la performance en diminuant les interférences en interne. Et là, je parle de toutes les procédures, la bureaucratie qu'on peut avoir, la mauvaise qualité ou les lenteurs dans les décisions, etc. Donc, gardez ça en tête. La performance, c'est pas seulement se doter du potentiel maximal, mais c'est aussi diminuer les interférences purement internes ou éventuellement des perditions entre ce que vous faites en interne et la connexion que vous avez avec le monde extérieur, votre écosystème. Pour finir, moi, j'aime bien, encore une fois, les exemples un peu basiques terre à terre. Donc, vous imaginez la grande réunion de famille où on va se réunir dans une grande maison de campagne pendant tout le week-end. Et là, j'imagine votre réaction, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire encore ?» Donc voilà, ça ressemble à ça. On a 3 générations ou parfois 4 générations. Et quelque part, on arrive à identifier les besoins. On va faire appel à contribution chacun en fonction de ce qu'il a envie de faire ou ce qu'elle a envie de faire. Et on va de préférence choisir le meilleur habilité à faire quelque chose, entre garder les enfants ou allumer le barbecue ou aller faire les courses.
de façon à ce que toutes les tâches, d'une façon ou d'une autre, soient assurées. Et au final, ça se fait plus ou moins bien, malgré tous les imprévus, mais à condition qu'on ait respecté deux grands principes que je recommande encore fortement de garder en tête. Premier principe d'équité, donc je l'appellerai fair process. Si vous voulez redistribuer les tâches et que tout fonctionne bien et que tout le monde passe un bon moment, gardez ça quand même en tête. Mais un processus qui soit équitable pour tout le monde et clairement annoncé, et respecter l'éthique. Chaque famille, chaque entreprise va avoir ses propres valeurs. Et quand on a ce code de valeurs qui est clair, partagé et bien exprimé et vécu par tout le monde, tout se passe beaucoup mieux en général. Donc, en résumé, on fait l'état des lieux, donc l'inventaire, qu'est-ce qu'on a comme savoir-faire, et l'état des lieux des clients, des fournisseurs et de son écosystème avec la supply chain. On engage pour co-construire ensemble, pour formuler une nouvelle offre et éventuellement coproduire, et finalement réorganiser en permanence une redistribution du travail, redesigner l'organisation et refaire des partenariats. Pour ça, il faut un bon monitoring, de la créativité et de la réactivité. Et tout ça ne va pas se faire sans un bon leadership. Et là, c'est un petit teaser annonce pour le prochain webinaire que je prévois de donner, qui pour moi irait avec. C'est contraster le Trust and Track Leadership, que je pense beaucoup plus adapté dans des périodes de turbulence et d'incertitude, que Command and Control, où il y a une personne ou un groupe de personnes sachant qui savent ce qu'il faut faire et qui donnent des ordres à 90% des autres qui devraient exécuter, mais un processus où on est à la fois dans le monitoring le plus proche, on fait confiance, on a intégré déjà les valeurs et on donne de l'agilité et de la souplesse. Donc, processus qui permet de maximiser à la fois l'engagement, de stimuler l'imagination, d'avoir de la réactivité. Et ce sera le sujet du prochain workshop prévu a priori début juin. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est très clair et très intéressant. Merci Basile. Alors, est-ce que vous avez un feedback? Déjà, une première expression, combien d'entre vous ont, qui a un point surprenant qu'il ou elle n'imaginait pas et qui est ressorti de ce workshop? J'ai juste une question. Alors, je vais me mettre en vidéo. Guillaume Paulet, pardon. Oui, Guillaume. Moi, je vous appelle de Singapour. Donc, du coup, je suis en plein dans l'Asie et donc le multiculturalisme, etc., etc. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et comment on l'applique, comment on intègre justement le fait que chacun a des particularités culturelles ou des origines ou une notion du business un peu différente. Et comment on arrive à plugger tout ça pour que ce soit quelque chose d'assez linéaire et d'assez efficace. Parce que le command and control, c'est pas efficace. Là, track and trust, ok, bien entendu. Mais surtout en période de crise, quand on est dans des organisations qui sont complexes, est-ce qu'on risque pas au contraire de se perdre et de manquer de réactivité si justement on est un peu trop dans cette démarche-là? Alors, malheureusement, je n'ai pas de recette magique et ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. Moi, je crois profondément en la force du leadership entrepreneurial et les entreprises qui vont avoir une très forte culture et des valeurs qui vont driver pratiquement tout. Où on a cet alignement et il est fort, où on ne l'a pas et c'est très compliqué. D'ailleurs, l'article qui va passer probablement dans un magazine bientôt, je ne sais pas s'il va être reçu et publié, je parle de Trust and Track Leadership, qui est une façon de faire vraiment vivre cette culture forte d'entreprise engageante comme avantage concurrentiel pour les entreprises.
Et personnellement, j'y crois. Toutes les entreprises, malheureusement, ne sont pas capables de ça. Donc, comment faire pour engager, comment faire pour créer une forte culture, comment faire pour faire vivre les valeurs? Eh ben oui, c'est un défi. Et moi, je pense, c'est pour les entrepreneurs, encore une fois, on n'a pas que des entrepreneurs. Ici, c'est pas le point. Mais pour moi, le job de l'entrepreneur, quand on me dit, mais c'est quoi le job de l'entrepreneur? C'est pas d'être l'inventeur qui va fabriquer de nouveaux produits ou services. C'est la personne qui sait construire une organisation. Il n'y a pas de cadre qui travaille dans un grand groupe qui ait cette opportunité ou à qui on confie le job. L'entreprise est déjà là. Mais construire l'organisation, c'est-à-dire je fais tout quand je ne fais aucun job opérationnel. Ça, pour moi, c'est le job de l'entrepreneur. Et la façon dont on construit l'entreprise, les basiques, les fondamentaux, des fondations au toit, vont déterminer la capacité de l'entreprise à faire, à produire, à performer. Je ne sais pas si j'ai répondu, Guillaume, mais… Ouais, ça a du sens, évidemment. Ouais, merci. Un autre commentaire? Une question? Joe, peut-être un petit commentaire, une question sur l'applicabilité aux très grands groupes qui adorent la planification stratégique et qui aiment bien diriger par le CFO plutôt que par laisser émerger les espaces de solutions. C'est une question très difficile, Axel. Et j'aime pas ne pas répondre. La langue de bois n'est pas ma pratique. Mais j'ai donné des formations à des grands groupes pendant longtemps. Et puis, j'ai fait un choix, il y a 18 ans, 19 ans, d'accompagner plutôt les entrepreneurs. Et c'est deux choses différentes. Je connais encore le monde corporate et je sais combien il est difficile dans des grosses machines quand il y a une dissonance entre les valeurs annoncées qui sont affichées sur un mur et la pratique au quotidien, entre ce qu'on annonce comme stratégie au grand public et que ce qu'on vit en interne, et souvent, pardon de le dire directement, la énorme frustration qu'on a même au niveau top management parce que on n'a pas les moyens de réaliser ou d'exécuter ce qu'on veut, ou on a une stratégie avec quelque part une obligation de résultat, mais sans les moyens. Donc, je ne sais pas comment répondre à ça. Je sais que c'est un vrai défi, mais je sais aussi qu'il y a des entreprises de grosse taille, des multinationales, qui sont engagées dans un travail et qui produisent qui produisent des résultats. Il y en a beaucoup. Donc, je ne veux pas généraliser, mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas si simple ni trivial. Mais pour moi, je pense que le job du leader de l'entreprise, c'est plus qu'un chef d'orchestre. Parce que ce qu'on oublie, c'est que souvent, on a la métaphore du chef d'orchestre, que j'ai utilisé moi-même d'ailleurs pendant longtemps. La différence entre un chef d'orchestre et un entrepreneur, c'est qu'un chef d'orchestre qui débarque dans un orchestre pour jouer une symphonie, chacun des musiciens maîtrise a priori son instrument où il a été sélectionné pour ça, et ils ont chacun sa partition. Et forcément, le chef d'orchestre fait une différence énorme. Mais le point de départ, c'est que chacun a sa partition. Dans une entreprise, on n'a pas sa partition. Donc, il faut faire à la fois la partition et le chef d'orchestre. Et si on n'a pas déjà les basiques, les codes, et qu'on ne peut pas donner l'autonomie, en fait, si on veut donner de l'autonomie, ce qui est super motivant, il faut avoir les fondamentaux qui sont les valeurs et la compréhension d'une vision stratégique. Si on est dans le command and control pour exécuter, le problème, c'est que pour convaincre, c'est un énorme travail, quoi. On peut convaincre 10 personnes, 20 personnes, mais 2000, 20 000, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Merci encore pour les plus persévérants. Moi, j'ai encore du temps, donc sentez-vous libre, vous allez recevoir la copie de la présentation. Le prochain webinaire est prévu sur un autre sujet qui est la gestion stratégique de la trésorerie. Ce sera sans doute le 20 mai, ce sera annoncé, donc à travers les anciens. Pour les autres, merci encore pour vos retours, vos feedbacks. J'ai encore quelques minutes pour d'autres questions.
Si quelqu'un parle, vous êtes en mute, attention, désactivez votre micro ou réactivez plutôt votre micro. Voilà, merci encore. C'était un plaisir de voir autant de personnes. Portez-vous bien. Bonne continuation. Et n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou un mail si vous avez des questions ou des histoires à partager ou des challenges. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. À très bientôt. Merci encore à tous. Et un grand merci à Magali et à l'association parce qu'ils font un travail fantastique. La logistique, l'organisation, le changement de modèle qui s'est fait très brutalement. Et c'est vraiment extrêmement apprécié. Je tiens à les applaudir moi-même aussi. Merci. Merci. Bravo. Merci, bravo. Merci à vous. Passionnant, merci.